Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon analyse sectorielle de l'industrie de l'acier. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec cette analyse sectorielle de l'industrie de l'acier. Premier point clé, c'est un marché qui est très cyclique. En effet, l'offre et la demande varient énormément en fonction des cycles économiques et de la demande industrielle. Donc on est actuellement par exemple sur un bas de cycle sur l'industrie de l'acier. On est en train peut-être de rebondir, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on investit sur ce secteur. Les prix sont très volatiles, évidemment, sur cette industrie, et c'est dû notamment à plusieurs facteurs. Donc le coût des matières premières, donc ça va dépendre beaucoup de la demande internationale, et notamment chinoise. La politique commerciale également, est-ce qu'il y a des droits de douane ou pas, ou est-ce qu'il y a des politiques d'augmentation de prix qui peuvent être passées par les acteurs, et également la surproduction, on pense notamment à la Chine qui exporte sa déflation, comme on dit. La géographie est très importante, évidemment, on l'a dit, on l'a évoqué précédemment, la Chine est le faiseur de prix dans l'industrie. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que les cycles sont plus ou moins différents sur les différentes régions, ce qui permet aussi aux acteurs très diversifiés géographiquement de capter des cycles différents en fonction des zones où ils se trouvent. Et donc ça permet de lisser un peu justement cet effet de cycle sur leur chiffre d'affaires, sur leur vente. Il y a de la surproduction, on l'a dit, et du dumping. L'excédent, donc le marché pour l'instant est en excédent d'offres, et la Chine exporte énormément sa surproduction, et donc ça va peut-être entraîner des rétorsions commerciales, peut-être des droits de douane, des hausses de droits de douane. Pour l'instant, en tout cas, ArcelorMittal par exemple cite dans sa dernière publication de résultats la potentialité d'une augmentation, d'une rétorsion commerciale de la part de la Commission européenne, par exemple en mettant des droits de douane sur l'acier chinois. C'est aussi une industrie qui a un impact environnemental. Il y a une forte consommation de carbone, en fait, d'émissions de CO2 sur l'industrie, parce qu'on consomme de l'énergie qui est le plus souvent fossile. On a besoin de beaucoup d'énergie pour produire l'acier. Et donc ça rend ce type d'investissement non ESG, et du coup ça va déprimer les multiples, comme on va le voir par la suite. On l'a dit, on dépend beaucoup des matières premières pour cette industrie, notamment le fer et le charbon spécifique pour la production de l'acier. Et donc ça, en fonction de où on se trouve dans le cycle économique global, par exemple si on se trouve sur un cycle haussier et en rebond par exemple de l'économie chinoise, et traditionnellement ça tire toutes les matières premières, le prix des matières premières vers le haut. Et donc ça c'est un entrant important pour les acteurs de cette industrie, ce qui peut impacter leur taux de marge brute si ils n'ont pas de pouvoir de fixation des prix, s'ils ne peuvent pas augmenter leur prix. Et là-bas, il y a aussi le coût de l'énergie qui rentre en compte pour la production de l'acier. La demande industrielle aussi est un facteur clé pour cette industrie, et notamment par exemple l'aéronautique, on va voir l'automobile également, d'autres secteurs, donc on dépend aussi d'acteurs qui ont potentiellement des cycles différents. Donc ça a un impact à prendre en compte lorsqu'on analyse cette industrie. Enfin, les politiques gouvernementales, on en a déjà un peu parlé, mais donc là on a le gouvernement Trump qui arrive aux États-Unis, il va vouloir claquer des droits de douane sur les Chinois. L'Union européenne est un peu le dindon de la farce, parce que jusqu'à présent il n'y a pas de politique claire de rétorsion commerciale sur l'acier. On a des droits de douane sur les batteries chinoises de mémoire, auxquelles les Chinois ont répondu avec des droits de douane sur le cognac, par exemple, sur les spiritueux. Donc on peut avoir une escalade de la guerre commerciale, et notamment sur l'acier, puisque c'est
un marché c'est un produit qui est facilement exportable, donc on peut exporter facilement sa surproduction, ses surcapacités dans d'autres zones géographiques. Et si ces zones géographiques ne se protègent pas, eh bien ça va complètement déprimer les prix dans ces zones. Enfin, le secteur est quand même assez mature, donc il y a pas mal d'opérations de consolidation et de M&A, donc de fusion-acquisition, pour augmenter les parts de marché en rachetant des acteurs qui sont un peu plus petits. Enfin, on a également un coût important dans la logistique et le transport, comme c'est un produit de base qu'on peut exporter facilement. Une disruption dans les chaînes logistiques peut violemment influencer la disponibilité de l'acier. On pense pendant la crise inflationniste 2021-2022 par exemple, on a eu une pénurie d'acier, donc les prix ont fortement augmenté, et donc c'est un facteur clé aussi dans la formation des prix de cette industrie. Voilà, je vous propose de passer maintenant sur la comparaison des différents acteurs que j'ai sélectionnés pour cette analyse sectorielle. Donc, on a ici, pas par ordre d'importance, ArcelorMittal, Nippon Steel Corporation, Tata Steel Limited, donc Nippon Steel japonais, Tata Steel indien, POSCO Holdings c'est le coréen, Aperam ils sont basés au Luxembourg, Acerinox c'est le fondeur espagnol, et Baoshan ou Baowu, ça dépend, j'ai vu les plusieurs noms, c'est le principal acteur chinois du marché. On va regarder ce qui se passe en termes de capitalisation boursière. Donc ici, Coifin ne met pas tout dans les mêmes monnaies, donc ça rend la comparaison très compliquée. Je vous ai fait une petite traduction en dollars US. Donc la plus grosse market cap c'est Nippon Steel. Ensuite on a le chinois, Baowu Steel qui a 19 milliards 500 millions. Tata Steel l'indien à 18 milliards 500 millions. ArcelorMittal à 17,5 milliards. POSCO à 13,5 milliards, Acerinox à 2,5 milliards et Aperam à 2 milliards. Donc on voit tout de suite que Acerinox et Aperam, ils sont là plutôt pour faire figuration dans cette liste, puisque le quintet de tête, ce sont les acteurs qui pèsent plus de 10 milliards de dollars. Ceci étant dit, on va regarder ce qui se passe en termes de l'évolution du chiffre d'affaires, parce qu'on peut regarder le chiffre d'affaires au global, mais on n'est pas dans les mêmes monnaies, ça va un peu rendre ça compliqué. On peut se dire que la capitalisation boursière représente à peu près les parts de marché, et que du coup, c'est à peu près multiple en fonction des zones. Peut-être pas pour Tata Steel, puisque l'Inde est en forte croissance, mais bon. On voit que sur les différentes zones, on a, donc là c'est la croissance composée sur 3 ans, on est cyclique. On voit ces cycles. Après, les amplitudes des cycles, des vagues ne sont pas les mêmes en fonction des zones géographiques. Mais par exemple, sur 2018-2019, il y a eu un cycle qui s'est retourné avec une décroissance 2020-2021, on va dire, qui a commencé à rebondir avec la forte inflation du prix de l'acier en 2021. On s'est trouvé sur un autre cycle jusqu'en 2022, et là, on continue à replonger. Ce qu'on voit, c'est que sur les zones plutôt européennes, à part Aperam, qui a dû faire une acquisition, il me semble, sur la période, on se trouve sur des décroissances actuellement. Et peut-être aussi sur POSCO, donc sur la Corée du Sud. Mais les acteurs, en gros, on a l'acteur japonais, qui a dû faire des acquisitions également, je pense, qui est en croissance assez forte sur la période. Donc on voit bien les cycles, mais les acteurs ont quand même des croissances différentes, et après on a des acquisitions, des politiques d'acquisition qui font qu'on peut consolider les parts de marché. Est-ce que Coifin va me donner les différentes? Non, il ne me donne pas les différentes. Donc voilà. On est quand même, ce qu'on peut observer ici, ce qu'on peut tirer de ce graphe-là, c'est qu'on est quand même sur un marché qui est très cyclique, et qui va dépendre de l'évolution du prix de l'acier. Si on regarde les taux de marge en fonction des différents acteurs, on voit que c'est un marché qui a faible marge. Les marges nettes suivent en fait la cyclicité du marché. Maintenant, il y a des acteurs qui sont plus ou moins bons. Par exemple, Nippon Steel, c'est celui qui a les marges le plus élevées du secteur, à 5,5, ce qui est plutôt bon. Et on a quand même des acteurs qui font des pertes. ArcelorMittal fait des pertes. Toutefois, en fait, si on regarde en free cash flow, je vais pas le faire là, mais en free cash flow, en fait, ArcelorMittal il n'est pas en perte.
Donc c'est vraiment plutôt de la perte comptable. On voit que voilà, c'est un marché qui est quand même très tendu, très faible marge, donc il faut avoir une excellence opérationnelle, il faut pas faire d'erreur dans la gestion, et il faut avoir également une bonne rotation de l'actif pour pouvoir générer du bénéfice. Si on gère mal son stock, alors on se trouve à la rue, et si on n'arrive pas à livrer ses clients, on n'arrange pas de chiffre d'affaires. Donc c'est très important d'avoir une bonne rotation d'actifs quand on a des marges aussi faibles. Le meilleur acteur du secteur, ça reste quand même Nippon Steel, et Aperam ensuite en seconde position, mais Aperam dernièrement est en train de rebondir. Bon, continuons sur les rentabilités des acteurs. On se trouve donc ArcelorMittal a une rentabilité négative, mais ça c'est puisqu'on prend des bénéfices nets, alors qu'il y a du free cash flow quand même. Donc on va dire qu'on n'est pas forcément en perte, mais on voit que pareil, les rentabilités c'est pas très impressionnant. Le meilleur acteur, ça reste quand même Nippon Steel qui a un return on equity de 9,5, c'est quand même pas mal. Donc bon voilà, cyclicité. On voit que quand même sur les hauts cycles, on se tape des returns on equity mais monstrueux. Par exemple, Tata Steel a tapé du 47% en 2021. Donc là, ça va vraiment dépendre du cycle. Et si on arrive à choper la phase d'accélération du cycle en tant qu'actionnaire, on peut bien faire des culbutes sur les titres, puisqu'on atteint des rentabilités exceptionnelles en haut cycle. Voilà. Donc la clé, ça va être le timing sur ce genre de dossier. Regardons quand même les niveaux de dette, mais sur ce genre d'acteur, il faut quand même se protéger et prendre ceux qui ne sont pas trop endettés, puisque une erreur dans le niveau du cycle et on va avoir des problèmes. Donc par exemple, Tata Steel, on voit qu'ils sont très endettés. C'est relatif, 3,6 fois la dette nette sur EBITDA, ça reste gérable. Peut-être qu'ils ont fait des acquisitions également, c'est pour ça qu'ils ont une dette si élevée. Pareil pour Nippon Steel, je pense que c'est le même genre cas de figure, ils ont dû faire des acquisitions. Les autres acteurs sont un peu moins endettés. Donc voilà. Bon, on n'est pas sur le niveau de dette préoccupant, par exemple 5 fois la dette nette sur EBITDA, mais il y a quelques acteurs qui sont un peu plus endettés. Les autres acteurs ont des bilans un peu plus sains. Donc ça c'est raisonnable. Maintenant on va regarder ce qui se passe quand on est actionnaire de ce genre d'entreprise. Donc on va comparer d'abord on va comparer les rendements d'actions. Les rendements de dividendes, pardon. On voit qu'Aperam a un rendement de dividendes à 8%. C'est quand même pas mal. En fait, on génère beaucoup de free cash flow dans cette industrie, donc ça permet de verser des dividendes assez copieux. Ensuite, Acerinox, pareil, a un dividende élevé à 6,40. Et en général, si on zoome un petit peu, on est sur ces niveaux de dividendes assez fréquemment. Ça va dépendre non, même pas, ça dépend pas trop de la phase du cycle. Donc sur Acerinox, sur Aperam, on a du bon dividende, entre 6 et 8% sur la période. Pareil pour Acerinox, entre 6 et 7,5. Et après, on est sur des niveaux de dette de dividendes un peu plus faibles. Par exemple, Nippon Steel, on est quand même sur du 5, c'est pas mal. Et là, on est sur Baowu, le chinois, on est sur du 4,5. Après, on est sur des dividendes un peu plus faibles, qui restent raisonnables. POSCO à presque 4%. Tata Steel est celui qui verse le moins de dividendes. Ça, on va le voir après, mais c'est parce que les boîtes indiennes sont pas mal valorisées, donc le rendement du dividende est un peu plus faible. ArcelorMittal, lui, c'est celui qui verse le moins de dividendes dans le secteur. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que sur le niveau de dividende, quand même, on peut trouver des acteurs qui sont quand même sympathiques. Est-ce que les entreprises rachètent leurs actions dans ce secteur? Donc on va regarder ça. Donc là, ça va être difficile de voir à cause de l'échelle, mais on va dire que globalement, on a des rachats d'actions un peu sur Arcelor, sinon pas tant que ça, un peu sur Acerinox également, un peu de rachat d'actions, et sur Baowu, il n'y a pas trop de rachat d'actions. Bon, voilà, les acteurs du secteur ne sont pas sur des politiques de rachat d'actions flagrantes, et donc ça mériterait qu'on rachète plus ces actions que ça, puisque on est sur des valorisations qui sont quand même assez faibles. On va regarder ça tout de suite. En valeur d'entreprise sur EBITDA, vu qu'il y a un peu de dette. Alors voilà. Donc là, on va se remettre sur 10 ans. On est sur des valorisations, à part Aperam à l'heure actuelle qui est à 12,5, c'est quand même élevé pour le secteur. On a Tata Steel qui est pas si élevé que ça pour un acteur indien, donc avec une zone en forte croissance. Et après les autres, donc on a vraiment après un quintet de valorisation entre 4,9 pour ArcelorMittal et 6,2 pour Baowu. Donc
Les valorisations ici à ce niveau-là, c'est vraiment pas cher payé du tout. Donc c'est vraiment intéressant ces valorisations. En plus, il y a des bons free cash flow et on a vraiment du dividende qui peut être intéressant. On voit que ici, par exemple, Nippon Steel est à 5,5. Ça va être la conclusion de cette analyse. On a dit un secteur qui est cyclique, un secteur où il y a des surcapacités, où il n'y a pas forcément beaucoup de croissance, ça va dépendre de la phase du cycle. On est sur des rentabilités qui sont, bon, normalement, c'est pas si élevé que ça, hein, les return on equity, ça dépend des acteurs. 9,5 pour Nippon Steel par exemple, mais ça dépend aussi de la phase du cycle. On peut aller sur des fortes rentabilités en haut de cycle. On est sur des acteurs qui versent des bons dividendes en fonction de l'entreprise qu'on choisit. On est plus sur du 5,5, au pire on va être sur du 2% de dividendes. Et on est sur des valorisations qui sont vraiment cadeaux. À mon avis, la meilleure du secteur, sur tout ce qu'on vient de voir, c'est quand même Nippon Steel, qui a une valorisation qui est pas très élevée, à 5,5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, qui a un rendement du dividende quand même appréciable, à 5%. Donc, je pense que c'est celui que, si il fallait choisir dans l'industrie, c'est celui que je choisirais. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.